Dans notre thème 2, le chapitre 1, Panorama du monde vivant. Ce chapitre est découpé en 3 parties. Première partie, Organisation des êtres vivants. Lors de nos différentes observations, nous avons constaté que les êtres vivants, animaux, végétaux, champignons ou encore micro-organismes étaient très nombreux et très différents les uns des autres. À l'œil nu, impossible de trouver un attribut commun. On a donc pensé qu'il fallait utiliser un microscope, c'est-à-dire un outil d'observation permettant de voir les éléments microscopiques. On peut observer des êtres vivants au microscope. Voilà 4 exemples. On peut observer des végétaux comme l'oignon. Ici, on regarde de la peau d'oignon au microscope. On peut regarder des algues comme le pleurocoque, ici. On peut regarder des petits êtres microscopiques. On appelle ça des micro-organismes, comme les paramécies ici, ou encore on peut regarder de la peau de grenouille, comme sur la dernière photo. On observe des points communs. À chaque fois, on a une ligne qui délimite un espace. On va la trouver par exemple ici, cette ligne qui délimite un espace. On va la trouver ici, autour de l'être vivant, qui délimite un espace. Cette ligne qui délimite l'espace, on va appeler ça la membrane. À l'intérieur, on trouve souvent une zone colorée, souvent arrondie, plus ou moins au centre. On va la retrouver chez différents êtres vivants. Cette zone colorée, on appellera ça le noyau. Entre les autres, on a une zone intermédiaire qui s'appelle le cytoplasme. Ces différents éléments forment une cellule. La cellule, c'est l'élément commun à tous les êtres vivants. On retrouve cette cellule chez les champignons, ici la levure de boulanger, donc la levure qui sert à faire le pain ou la pâte à pizza. Vous avez ici une cellule de levure de boulanger. On va retrouver ces cellules aussi chez l'homme. Ici, vous avez une image de cellules buccales, donc des cellules qu'on a à l'intérieur de la bouche au niveau des joues. On repère au niveau de chaque cellule, comme précédemment, une membrane qui constitue l'entourage de la cellule. Cette membrane, elle est ici. On va repérer aussi le noyau à l'intérieur de la cellule, qui est la zone colorée, et entre les deux, une zone intermédiaire qu'on appelle le cytoplasme. Les êtres vivants possèdent tous soit une cellule, c'est le cas de la levure ou encore de la paramécie, ou alors un grand nombre de cellules toutes collées les unes aux autres, c'est ce qu'on a observé chez l'oignon ou chez la grenouille. Lorsqu'ils possèdent une seule cellule, ils sont microscopiques et on les appelle des unicellulaires. Par contre, s'ils ont de nombreuses cellules, on va parler de pluricellulaires. Cette cellule est toujours formée d'une membrane, d'un cytoplasme et la plupart du temps d'un noyau. Deuxième partie de notre chapitre, la classification du vivant. Nous avons observé des êtres vivants très nombreux et très différents. Nous avons donc eu envie de les organiser. Nous savons déjà que les animaux ont des points communs. Ces caractères ou attributs, définis par les scientifiques, nous permettent de classer les animaux dans des groupes emboîtés. Nous avons vu en fin de chapitre que nous pouvions aussi y ranger des fossiles. Lorsque plusieurs animaux ont beaucoup d'attributs en commun et qu'ils sont rangés ensemble dans une boîte, dans une petite boîte, alors ils ont un lien de parenté. On dit qu'ils sont proches parents. Sur cet exemple, la biche et les girafes ont en commun une bouche. Ils sont tous les deux dans la boîte jaune. Ils possèdent aussi un squelette interne. Ils sont donc dans la boîte verte. Ils possèdent aussi des poils. On les range donc dans la boîte rouge. Ils sont rangés ensemble dans la même petite boîte. Ils sont donc proches parents. La classification en groupes emboîtés est une représentation qui découle du tableau de caractères ou attributs. Il existe une autre représentation sous forme d'arbre de parenté. C'est le document que nous avons sous les yeux. Sur ce schéma, qui se lit le plus souvent en remontant, nous trouvons différentes informations.
tout en haut des branches, les différentes espèces. Le long des branches, des caractères qui apparaissent au cours du temps. On parlera de caractères nouveaux ou même d'innovation évolutive. Par exemple, les doigts ou les écailles. Ces branches se rejoignent au niveau d'intersection. Au niveau de ces intersections, le rectangle gris représente un ancêtre commun. Un ancêtre commun correspond à un groupe d'individus qui possèdent des caractères. Ces individus vont transmettre ces caractères à leurs descendants, c'est-à-dire aux différentes espèces qui sont sur les branches au-dessus. L'ancêtre commun que j'ai repéré ici possède des doigts et des vertèbres. Il a comme descendants les grenouilles, les lézards, les oiseaux, ici une mésange, et l'homme. En effet, ces 4 espèces ont les caractères que les ancêtres communs avaient, à savoir les doigts et les vertèbres. Avoir un ancêtre commun récent, le plus haut en haut de l'arbre, et non partagé avec d'autres, montre une parenté importante. Les espèces sont alors proches parentes. C'est le cas ici du lézard et de la mésange, qui ont l'ancêtre commun le plus récent et qui sont tous les deux sur 2 toutes petites branches. À partir de cet arbre, on connaît donc les caractères ou attributs possédés par chaque espèce et les parentés. Si je reprends le cas de la mésange et du lézard, leur ancêtre commun, qui est donc ici, possède différents caractères, les écailles, l'amnios, les doigts et les vertèbres. Ici, un deuxième exemple d'arbre de parenté. Les 2 espèces qui ont l'ancêtre commun le plus récent, donc le plus haut, donc l'ancêtre commun le plus récent, le plus haut, il est ici, sont le chat et le lion. Chat et lion sont donc proches parents. L'ancêtre commun au chat et au cheval est plus ancien. Alors si je regarde le chat, sa branche, et le cheval, sa branche, je trouve donc l'ancêtre commun ici. Il est effectivement plus bas sur l'arbre, donc il est plus ancien. Il se situe beaucoup plus bas. Cet ancêtre commun possédait des poils, donc le caractère qui est ici, comme tous ses descendants, à savoir cet ancêtre commun a comme descendant le chat, le lion, mais aussi le phoque et le cheval. Nous voilà donc arrivés à la 3e partie de ce chapitre, biodiversité actuelle et biodiversité passée. Nous avons déjà étudié la biodiversité en début d'année. Nous savons que cette biodiversité possède 3 niveaux. Le premier niveau correspond à l'ensemble des milieux naturels, à l'ensemble des écosystèmes, par exemple l'écosystème mare, l'écosystème forêt, l'écosystème désert, l'écosystème océan. Le deuxième niveau correspond aux différentes formes de vie, la diversité des plantes, la diversité des animaux, des champignons, des bactéries. Pour le 3e niveau, nous y reviendrons en 3e. Au cours de notre exploration, nous avons donc rencontré plusieurs fois le mot espèce. Nous nous sommes posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une espèce? On en a conclu qu'une espèce était un ensemble d'êtres vivants qui se ressemblaient beaucoup, qui vivaient plutôt de la même façon et qui pouvaient se reproduire entre eux. On sait aussi qu'il faut qu'ils puissent avoir des enfants
qui pourront à leur tour se reproduire entre eux, c'est-à-dire avoir une descendance fertile. Sur le document qui est présent, on s'est demandé combien il y avait d'espèces différentes. Alors, on a repéré une première espèce, c'est le chien. Ensuite, on a repéré une deuxième espèce, c'est le lion. Puis l'espèce chat, l'espèce tigre, l'espèce cheval. Ensuite, nous avons de nouveau eu un chien, un chat, puis l'espèce âne. Ensuite, on a retrouvé un chat, un tigre, une lionne, donc un lion, et un chien. Nous en avons donc conclu que nous avions 6 espèces présentes sur ce document. Souvent, certaines espèces sont très proches et il est difficile de leur donner un nom. Nous avons donc appris à utiliser un document appelé clé de détermination ou clé d'identification. Sur cette clé, nous avons 3 espèces de mésanges. Ce sont les 3 photographies. Nous allons les identifier ou les déterminer. Alors la première mésange a un corps qui est globalement blanc. Donc si on regarde la clé d'identification ou clé de détermination, le départ se situe ici, mésange. On me propose en haut, dessous du corps jaune, ou en bas, dessous du corps jamais jaune. Je vais donc suivre le chemin du bas, puisque ici, le dessous du corps est blanc. Je sais donc que la première mésange, à savoir la mésange A, c'est une mésange non nette. Donc j'ai donc identifié ma première mésange, la mésange A. Je vais faire le même travail pour la mésange B. La mésange B a le dessous du corps jaune. Je vais donc suivre ce chemin-là. Son dessus de tête est noir. On me propose bleu ou noir. Pour avoir un dessus de tête noir, il faut donc suivre le chemin qui descend. Je sais que ma deuxième mésange, la mésange B, est la mésange charbonnière. J'ai donc identifié une deuxième mésange. Je vais faire le même travail pour la dernière mésange. Cette dernière mésange, ou mésange C, a elle aussi un dessous du corps jaune. Par contre, le dessus de sa tête est bleu, je vais donc suivre le chemin en haut. Je vais obtenir le résultat, j'ai bien une mésange qui est la mésange bleue pour la mésange C. Nous avons vu que nous pouvions identifier des animaux. Nous pouvons aussi identifier des plantes, des végétaux, ou même encore des champignons. C'est le cas sur cette diapositive. Nous avons étudié en classe des champignons et nous avons vu que certains étaient dangereux, même mortels quelquefois. Alors, pour savoir si on peut manger les champignons, bien sûr, il faut savoir les identifier. Ici, nous avons 2 champignons qui se ressemblent assez et qui présentent des points, on va dire des flocons, sur leur chapeau, donc sur la partie qui est là en haut. Alors, flocons sur le chapeau, si je regarde l'espèce A, ici, je m'aperçois que ces flocons sont plutôt blancs. Je vais donc descendre vers blanc pur. Là, on me propose chapeau marron ou chapeau rouge-orangé. Ici, j'ai un chapeau marron. L'espèce A est donc une amanite panthère qui est dangereuse. Je ne vais donc pas la ramasser. Le deuxième champignon, il possède des flocons qui sont marrons. Je vais donc suivre la flèche du haut vers flocon gris-marron. J'ai donc ici une amanite rougissante qui n'est pas toxique. Je pourrais éventuellement la ramasser pour la manger. Mais, comme je ne suis pas un spécialiste, il est toujours conseillé de faire vérifier son panier de champignons par quelqu'un qui s'y connaît. Sinon, il vaut mieux ne pas ramasser les champignons, au risque d'avoir des petits problèmes digestifs, voire des choses plus graves. Nous savons maintenant que la biodiversité est formée de nombreuses espèces, espèces que nous savons identifier avec des clés de détermination. Cette biodiversité a toujours existé, nous allons donc regarder un petit peu ce qui se passe du côté des fossiles et des espèces disparues. On appelle fossile un reste ou une trace d'un être vivant, animal, végétal, qui a été conservé dans la roche. Ces fossiles permettent de retracer l'histoire de la vie sur Terre.
Certaines espèces du passé sont toujours présentes. Par contre, d'autres ont disparu, comme les fameux dinosaures ou encore les trilobites, comme nous avons sur la photographie. On identifie d'ailleurs ces fossiles grâce à des clés de détermination. Et on sait déjà qu'on peut placer ces fossiles dans les groupes emboîtés ou même sur les arbres de parenté. Ces fossiles sont très intéressants, ils nous donnent de nombreuses informations. Ils nous ont permis de découvrir qu'il y avait eu des crises biologiques, des crises de la biodiversité, c'est-à-dire des moments dans l'histoire de la Terre où de nombreuses espèces ont disparu. On compte 5 crises biologiques. Une de ces crises a fait disparaître les dinosaures. Les fossiles et l'étude des roches permettent aussi de reconstituer des paysages du passé grâce au principe d'actualisme.